Alors, on va commencer avec une société qui, il y a près d'un siècle, il y a plus d'un siècle, en 1914, a inventé la chaîne de construction, l'assembly line. C'était Ford en 1914. Et ça a été une révolution à l'époque qui leur a permis d'avoir des gains de productivité énormes. Donc, avant qu'on fasse les choses comme ça, il y avait des gens qui créaient des bagnoles, qui travaillaient sur une voiture, après sur une autre. Parfois, dans certaines sociétés, des gens s'occupaient, des petites équipes s'occupaient de complètement une voiture. On pouvait carrément avoir des voitures un petit peu différentes selon les équipes qui construisaient la voiture. Et quand Ford a introduit cette méthodologie, on est passé à des gains de productivité vraiment énormes. C'est-à-dire que le temps qu'il fallait pour assembler un modèle T passait de plus de 12 heures à 1h30. Donc c'est un temps largement réduit. Et surtout en termes de compétitivité, si on regarde qu'est-ce que ça a signifié pour Ford par rapport aux autres vendeurs sur le marché, Ford a réussi cette année-là à construire 300 000 véhicules avec 13 000 employés, alors que leurs 300 compétiteurs, tous réunis ensemble, arrivaient à créer le même nombre de véhicules, mais avec 65 000 employés. Donc un gain et une arme compétitive absolument terrible. Et ce qu'il faut comprendre dans ces moments-là, c'est qu'on ne parle pas d'optimisation. On parle d'optimisation quand on arrive à faire 10, 20, 30% de mieux que le reste du marché. Mais quand on arrive à faire 10 fois mieux que le reste du marché, ça permet de redéfinir les règles du jeu, en fait. Donc, on impose au reste du marché de s'adapter à nos règles. Et même si on avait de l'avance dans d'autres domaines, c'est plus la question. La question maintenant, c'est comment est-ce que je rattrape l'avance de ce compétiteur. Donc, vous avez probablement tous entendu la fameuse phrase de "Software is eating the world" de Marc Andreessen. Et c'est vraiment c'est une phrase qui est très marketing, mais qui résonne beaucoup avec moi, puisqu'on voit vraiment le logiciel qui consomme peu à peu toutes les parties du monde. On le voit avec Uber, c'est avant tout du logiciel et un changement de mode de communication. On le voit un peu partout, ce logiciel prend une importance prédominante. Et du coup, pour les sociétés, étape par étape, il va falloir être bien meilleur à créer du logiciel. Déjà, il va falloir en créer, pas simplement pour faire tourner la compta et les emails, mais vraiment comme arme de différenciation. Ça doit faire partie de la différenciation du produit. Donc, ce qu'on voit dans beaucoup d'industries, étape par étape, c'est un vendeur, une société qui intervient, qui est un petit peu un vendeur fou, qui change les règles du jeu et qui va prendre le logiciel pour complètement mettre en défaut le reste du business. Alors, Tesla en est évidemment une de ces sociétés. On parle beaucoup de Tesla en tant que véhicule électrique. Je pense que c'est l'aspect probablement le moins important et le moins intéressant de Tesla. Évidemment, c'est sympa, ça accélère vite, c'est joli. Mais le vrai différenciateur de Tesla, c'est le logiciel. Euh, on peut, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces copies d'écran, vous arrivez le soir à la maison, un petit pop-up qui vient, puis qui dit, voilà, il y a un nouveau logiciel qui est disponible pour votre voiture. Est-ce que vous voulez l'installer? Et vous dites oui, et puis pendant la nuit, vous allez passer de la version 6 à la version 7 du logiciel pour votre véhicule. Moi, j'ai roulé les toutes premières Tesla, c'était parfois un petit peu étonnant. Elles étaient encore en version bêta, on va dire, je pense. En tout cas, elles redémarraient complètement. Donc, j'étais sur l'autoroute, tout d'un coup, il y a tout qui devient noir. Il n'y a plus rien, on ne connaît ni sa vitesse, ni rien du tout. Ça continue à rouler, à freiner, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est surprenant et on revoit l'ordinateur de bord qui démarre et après, c'est bon. Voilà, donc c'est assez surprenant. Mais ça permet aussi de faire beaucoup de choses très intéressantes. Il y a quelques semaines, j'étais à Stuttgart pour parler à des constructeurs automobiles. Et s'il y a 10 ans, on leur avait dit à ces mêmes ingénieurs qu'il serait nécessaire qu'on puisse mettre à jour leurs véhicules, non seulement de manière régulière, mais en plus over the air, c'est-à-dire en data en fait, ils auraient rigolé, tout simplement. Ils auraient dit que ce n'était pas sérieux, qu'on ne comprend pas les règles très strictes de l'industrie automobile, que ça ne fait pas de sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, on aurait été un doux rêveur. Aujourd'hui, ces mêmes vendeurs sont tous dans une salle, sont tous angoissés parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et aujourd'hui, certains m'avouent que le meilleur moyen d'avoir la nouvelle version du logiciel pour leur véhicule, c'est de cracher la voiture contre un mur et en racheter une nouvelle. Donc, ce n'est pas très fiable.
Donc aujourd'hui, la nouvelle base pour tous ces vendeurs, c'est d'arriver à faire comme Tesla en termes de logiciel. Il ne s'agit pas à nouveau de se battre sur l'électrique, mais déjà de réussir à se battre sur l'aspect logiciel. On voit que donc, en peu de temps, Tesla arrive à mettre la pression sur des vendeurs qui sont établis depuis des dizaines d'années, voire, comme on l'a vu avec Ford, depuis plus d'un siècle. Ça permet aussi de changer les règles du jeu sur plein d'aspects. Les premiers véhicules des modèles S qui ont été sortis étaient un petit peu trop bas. Les autoroutes américaines sont parfois pas très propres, il y a des déchets, ça a créé des feux dans certaines cellules de batterie. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Tesla? Ils ont envoyé une commande la nuit, pouf, c'est remonté d'un inch, donc de quelques centimètres pendant la nuit, et il n'y a plus de feu sur ces véhicules, parce que statistiquement, ça ne pouvait plus arriver. C'est fantastique, sauf que l'organisme qui s'occupe de la sécurité des véhicules étaient les premiers paniqués. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça, il faut qu'on fasse d'abord une enquête, qu'on en tire des conclusions. Puis ils ont dit non, mais c'est réglé pour nous. Comment ça, c'est réglé? On a patché, c'est bon. Et donc, on se rend compte que c'est non simplement, ça change non seulement les règles pour les vendeurs, mais ça change les règles pour tous les organismes autour qui préféreraient à la rigueur que ce soit plus stable, plus calme, pour qu'ils puissent faire leurs investigations avant d'appliquer un correctif. Autopilot, qui a été lancé il y a quelques mois, aussi quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de rajouter des fonctions à votre véhicule, c'est-à-dire de changer de piste. Enfin, ça c'est pas de la conduite autonome, mais c'est quelques fonctions intéressantes. Mais si on y pense, c'est la première fois qu'un véhicule va prendre de la valeur alors qu'il est déjà sorti du garage. Quand vous achetez une voiture, vous savez que vous perdez 20 ou 30% en quittant le garage, puis après, elle ne fait que de s'amortir, vous perdez de la valeur. Donc si vous avez deux véhicules de marques différentes que vous achetez, les deux vont perdre de la valeur, sauf qu'un jour, vous avez installé cette mise à jour logicielle et pouf, comparativement, votre Tesla va valoir plus cher que l'autre parce qu'elle sait faire beaucoup plus de choses et elle correspond aux normes du jour en termes d'état de l'art, en termes de performance. Donc c'est vraiment en train de changer complètement la donne. On voit ces Google Cars, quand vous allez en Californie, on en voit pas mal. On parle donc de véhicules autonomes qui peuvent conduire seuls. Déjà, on se rend compte que s'ils remplaçaient ce qu'il y a sous le truc, là, sous le toit, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la voiture, en fait, par autre chose, peu importe, en fait. Si demain ils remplaçaient ça par une Volvo ou une BM, les gens utiliseraient probablement une Google Car parce que c'est une Google Car et pas parce qu'il y a un autocollant d'un vendeur ou d'un autre. Et donc, si dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas quel âge vous allez devoir acheter un véhicule à vos petits-enfants pour faire un cadeau, un gros cadeau, vous avez le choix entre une très belle voiture qui fait plein de choses, qui est très performante, et un horrible œuf comme celui-là qui n'avance pas. Par contre, si je vous dis, oui, mais alors celui-là, le soft, il a fait 250 morts dans les 12 derniers mois, l'autre, il a fait 2 morts dans les 12 derniers mois, vous ne poserez même pas la question, en fait. Le logiciel va être ce qui va driver votre décision. Donc, au-delà aujourd'hui des critères tels que le style, tels que la performance, la consommation et autres, vous allez voir que le logiciel va devenir un des éléments principaux, c'est-à-dire est-ce que je risque de mourir dans mon véhicule. Donc, le logiciel, évidemment, un élément qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans de nombreux produits. Et qu'est-ce que ça implique? Alors, ça va impliquer que pour les sociétés, tout d'abord, il faut qu'elles commencent à apprendre à créer de la valeur logicielle et la mettre dans leurs produits. On le voit dans le monde bancaire. Aujourd'hui, beaucoup de services, beaucoup de valeur vient du logiciel et pas simplement du type qui vient vous voir pour vous présenter les produits qu'il y a à disposition. Ça, c'est l'ancienne version de la banque et ainsi de suite. Donc, il faut déjà comprendre cette valeur. Mais une fois qu'on a compris cette valeur, il va falloir qu'on puisse faire de la valeur de manière très régulière. Ce qui arrive chez Tesla, c'est qu'on ne va pas devoir acheter une nouvelle Tesla pour avoir la nouvelle version du logiciel, comme chez d'autres vendeurs. Et ça va nécessiter de pouvoir versionner, de pouvoir faire des releases du soft beaucoup plus fréquentes que ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de cycles de 12, 18, 24 mois, parfois plus, dans les sociétés. C'est donc très long. C'est des organisations qui sont généralement, il y a un type qui décide un jour qu'on va faire cette grande vision stratégique, puis après, pendant plusieurs années, on déroule l'implémentation, on teste, on fait plein de choses, et quand on sort le soft, ben, le besoin n'est peut-être plus là, tout simplement. Le marché a changé, les besoins ont évolué, le niveau compétitif a changé.
et puis on est à côté de la plaque. Donc on prend des risques en faisant ça. On le voit hein, ici, plus on attend avant de réaliser quelque chose, plus on s'éloigne du problème en fait, et puis on prend un risque qui est très élevé. Ce qu'on voit dans les modes plus as a service, le succès du SaaS notamment, c'est qu'on est constamment en train de faire des micro-releases, on est en train de faire des micro-adaptations. Ça nous permet un petit peu comme si on avait un missile à tête chercheuse, de toujours s'adapter à la cible qui peut bouger. On est toujours en train de corriger le tir. On n'est pas simplement en train de tirer dans une direction, puis se dire, il est parti là-bas, maintenant je vais rater ma cible. On peut toujours réadapter. Donc ça, c'est très important pour rester compétitif dans le marché, c'est de faire des micro-releases, regarder ce qui s'est passé et adapter le tir. Le problème avec ça, c'est bien beau de dire, en fait, il faut faire plus de releases, pas moins de releases. Le problème, c'est que si on a un processus et qu'on essaye de faire tourner ça beaucoup plus vite, ça va créer de la chaleur. Si on a de la friction, on essaye de faire tourner ça plus vite, ça ne va pas très bien fonctionner. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à supprimer cette friction pour commencer à itérer plus vite et avoir de la valeur qui part sur le marché de manière beaucoup plus fréquente. Alors c'est ce qu'on appelle le continuous delivery, donc la capacité à délivrer en continu des changements en production. Donc au lieu de se dire je vais avoir 3 mois de développement ou 6 mois de développement, ensuite une partie de test et ensuite une partie de pré-prod et ainsi de suite pour arriver en production, on va pouvoir automatiser tout ce cycle et à chaque fois qu'il y a des changements en production, dans le code, on va initier une série de tests complètement automatisés pour arriver en production. Alors, on fait une distinction entre le continuous deployment et delivery. Le delivery, c'est qu'à tout moment, votre logiciel peut être mis en production, mais ça ne veut pas dire que vous allez le mettre en production, c'est une décision que vous prenez. Par opposition au continuous deployment, où là, le logiciel va être automatiquement mis en production. Donc, typiquement, le continuous deployment, c'est réservé à ce qu'on appelle les unicornes, donc les Facebook du monde, les Amazon. Amazon, par exemple, on pense que toutes les 12 secondes en moyenne, du code nouveau arrive en production, c'est-à-dire qu'en 2 clics, vous avez affaire à un site différent. Alors, c'est un peu extrême, il n'y a pas besoin nécessairement d'aller là, mais déjà, si on est capable d'automatiser toute cette chaîne, on va en retirer des gains énormes. Donc, où est-ce qu'on doit commencer? Parce que ça, c'est un petit peu la théorie. Le logiciel prend plus d'importance. Faire des releases tous les 5 ans, ça ne sert à rien parce qu'on répond à des problèmes qui n'existent plus. Donc, il va falloir que j'augmente la fréquence de mes releases. Mais quand je regarde en interne comment ça se passe dans mon IT, ce n'est pas gagné. C'est souvent l'observation. Donc, il y a plein de gens de bonne volonté, plein de gens dans plein d'équipes qui se disent « Ah ben moi, j'aimerais bien être un peu plus agile, aller plus vite ». Simplement, où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse effectivement initier ce changement? Donc, nous, ce qu'on voit, parce qu'on fait beaucoup on parle à beaucoup de sociétés qui sont dans cette transition du continuous delivery, eh bien, on voit généralement, on conseille ces différentes approches. Découvrir à quel niveau de maturité vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment au niveau 0 de l'automatisation et puis ça va être un long voyage? Est-ce que vous êtes plus loin? Définir quels sont les objectifs, où vous voulez aller à la fin de votre trajet, qu'est-ce qui serait idéal? Et puis ensuite, définir un petit peu le processus pour y arriver. Vous n'y allez pas arriver en 1 minute, donc définir ce chemin, itérer pour arriver à cet objectif et ensuite l'augmenter, puisque vous allez probablement réussir à le faire dans une équipe, mais il faut que l'ensemble de la société y vienne. Alors, vous allez trouver plein de modèles de maturité, il en existe un peu partout, qui vont définir quel est votre niveau de maturité sur l'automatisation de votre informatique, de votre logiciel. Ça, c'en est un de Pragma, ça, c'en est un de IBM avec le code, avec Urban Code, ça, c'est InfoQ qui en a un aussi, donc il y a plein de modèles qui sont relativement sophistiqués, je dois dire. Nous, on aime bien les choses simples, donc on en a fait un très simple. C'est-à-dire qu'on a 2 axes. Un qui est quelle est la couverture en question? Est-ce que vous faites que du build, du code, du build? Qu'est-ce que vous automatisez? Ou est-ce que c'est carrément tout jusqu'au déploiement? Et ensuite, quelle est la taille de ce déploiement? Est-ce que c'est juste une équipe ou 2? Ou est-ce que c'est toute l'entreprise qui fait ça? Donc en gros, si vous vous trouvez là, vous faites un peu dans un team. Si vous trouvez là en haut à droite, vous êtes Facebook parce que tout le monde le fait et tout est automatisé. Et nous, quand on regarde un petit peu à qui on parle,
on se rend compte que le plus fréquent, c'est des équipes qui font de l'agile, donc qui font typiquement les premiers cycles de développement, de tests et ainsi de suite, qui ont réussi à automatiser ces parties-là, mais qui n'ont pas encore poussé ça en opération. Ceux qui vont pousser ça en opération, c'est 13%, donc qui vont être des équipes qui font la totalité. Ensuite, on en a 22% où c'est généralement la société, de manière générale, qui va faire plus d'automatisation, de continuous integration, par exemple, mais qui ne vont pas aller plus loin dans les tests, dans le push to production, et ainsi de suite. Et on n'en a que 10 qui font tout, qui font de l'enterprise DevOps, comme on l'appelle, donc qui vont automatiser beaucoup de choses au travers de toute l'entreprise. Ces chiffres sont un petit peu biaisés, parce qu'évidemment, on va parler plus à des sociétés qui sont intéressées dans le sujet qui ne le sont pas. Donc ces chiffres sont positifs, à mon avis, ne sont pas pessimistes. Donc il ne faut pas vous sentir mal de ne pas être en haut à droite, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de sociétés n'y sont pas. C'est quelque chose qui est long, qui prend du temps, auquel on peut aspirer, mais qui n'est pas immédiat. Vous remarquerez aussi que ces chiffres ne s'additionnent pas pour former 100. Donc il y a aussi pas mal de sociétés qui ne sont même pas encore dans ce cadran. Alors, quand on va faire ces objectifs, on va planifier ces objectifs, ce qui est bien, c'est déjà de définir quels seront les objectifs long terme. Où est-ce qu'on aimerait arriver à la fin du processus? Donc, est-ce qu'on aimerait que son application soit réalisée toutes les 2 semaines, par exemple? Ça peut être un objectif. Est-ce qu'on veut réduire largement les bugs auxquels on fait face, les bugs importants? Ça peut être un objectif de se dire, on peut avoir des bugs, on en aura toujours. Par contre, les très gros, ça, il faut qu'ils soient supprimés au travers de l'automatisation. Ça doit être suffisamment fort pour qu'on n'en aille plus. Peut-être c'est des coûts, peut-être que c'est le temps de réponse quand il y a des problèmes aux clients, peu importe. Ça va dépendre de votre business. Si vous faites des voitures, si vous faites des sites web, ça va forcément être différent. Et puis, évidemment, si le Saint Graal, c'est d'arriver en haut à droite, vous pouvez aussi définir la façon dont vous allez y arriver. On voit des changements très différents. On voit des équipes qui se disent, bon, nous, on en est là, au niveau 1, on va peut-être déjà appliquer du CI partout dans la société, de l'intégration continue partout dans la société, avant d'imaginer d'aller plus loin. Ça, c'est une étape. L'autre option, ce serait de dire, aujourd'hui, on fait très peu de choses, on va augmenter étape par étape, au travers des équipes, de faire plus d'agile, par exemple. Ensuite, on va remonter au niveau de la société, mais on va faire peut-être des étapes plus longues. Ou alors, non, on va prendre une équipe et puis on va faire la totalité. On va utiliser ça comme démo, d'une certaine manière, pour ensuite essayer d'appliquer le même processus au reste des équipes de la société. Je dirais, peu importe, il faut que ce soit en adéquation avec l'ADN de votre société. Qu'est-ce qui marche le plus? Moi, j'aime beaucoup cette approche, cela dit, parce qu'elle n'interdit pas aux autres équipes de commencer à faire de l'intégration continue, mais ça va vous permettre d'avoir une équipe qui ensuite peut vraiment servir d'ambassadeur pour pousser le changement dans les autres équipes, puisqu'elles l'auront déjà fait dans la société. Donc ensuite, il va falloir définir des objectifs tactiques un petit peu à court terme. Quelle est la première chose qu'on veut faire pour commencer? Parce que souvent, quand on voit le grand panorama de tout ce qu'il y a à faire, ça peut être un petit peu déconcertant. Donc, où est-ce qu'on veut commencer? Et je pense qu'un point qui est très important à comprendre, c'est que la technique, finalement, peut être un élément mineur de cette difficulté. Le plus grand problème va être de convertir les gens, les habitudes des gens. Comme on l'a vu avec Tesla, c'est de convaincre les ingénieurs allemands qui font de l'automobile depuis des dizaines d'années que oui, ça va être possible de mettre à jour du soft en live et puis que c'est le soft qui va conduire la voiture. Il y a des gens qui vont tout simplement pas être câblés pour comprendre ça. Donc il va falloir trouver les bonnes personnes, il va falloir trouver les bons processus pour opérer ces changements. Et ce changement-là est probablement le plus difficile. Trouver quel est le produit ou l'application, le Pathfinder, quelle est la bonne application que vous allez utiliser comme un petit peu comme cobaye pour faire ce changement. Définir vos principes, on va y revenir. Et l'idée ici, c'est simplement de casser les habitudes et de prouver le succès, tout simplement. Il ne s'agit pas de trouver le projet le plus compliqué pour prouver que, vous voyez, avec ma solution, on arrive à résoudre même les problèmes les plus compliqués. Parce que vous allez augmenter vos chances de vous planter, tout simplement. Donc il faut absolument trouver
les processus les plus simples, le projet le plus simple, montrez déjà que vous arrivez à réussir avec du facile, et après, on rajoutera de la complexité. Donc, quel est le bon type d'application pour faire ce genre de changement? Prenez pas du mission critical, prenez pas des trucs sophistiqués avec des dépendances dans tous les sens. Prenez quelque chose de très simple. L'idéal, c'est de prendre une application qui n'existait pas avant. On commence un nouveau projet qui a l'air un petit peu basique. Eh bien, très bien, on va prendre celui-là et on va le faire bien. Et ensuite, on va définir ce que ça va être le succès pour ce système. Dans un premier temps, eh bien, on pourrait dire, bon, ben, on va faire si on fait des releases déjà à l'heure actuelle et qu'elles prennent 6 mois, on va déjà passer 1 mois. Ce sera déjà presque un ordre de grandeur, même si 1 mois, ce n'est pas encore super agressif. On va déployer à la fin de chaque sprint que vous allez faire, donc déjà de prendre cette responsabilité-là. Les environnements de test, toute l'automatisation doit se faire très rapidement, doit se faire en minutes. Ce n'est pas quelque chose où on doit se dire, ouais, on fait peut-être les tests demain. Hein. Non, on n'y pense même pas, les tests se font, et ainsi de suite. Donc, définissez qu'est-ce que ça va être cette valeur pour vous initialement. Donc, comment est-ce qu'on arrive là? Il va s'agir de mapper ses objectifs, de définir ses objectifs sur les gens, sur les processus et la technologie. C'est toujours les 3 critères. Et à nouveau, CloudBees, on est plutôt sur la technologie. Pourtant, à nouveau, le plus difficile, ce n'est pas la technologie. La technologie, ça va être le plus facile, c'est ce qui va vous amuser. Le plus difficile, ça va être les gens. Ça va être de convaincre les gens de travailler ensemble, de se rendre compte que quand vous parlez, par exemple, aux développeurs, ils vont vous dire « Ah non, mais moi, mon but, c'est que le soft il soit terminé à temps. » Puis les ops, c'est que ça ne tombe pas à minuit ou à 2 heures du matin, que ce soit stable. Mais ils ne vous disent pas que le but, c'est que la société réussisse avec ce projet à gagner des parts de marché, à gagner de nouveaux clients, à faire plus d'argent. Je ne sais pas quels sont les objectifs de la société. On se focalise sur des micro-objectifs, sur moi j'ai délivré le code, hein, je m'en fous, hein, ça ne fait pas de pognon, mais c'est bon, moi j'ai fait mon soft. Puis l'autre, il dit, ah mais alors ton soft, il n'est jamais tombé. Hein. 24/7, ça tient, pas de souci. Mais on n'a toujours pas fait de pognon. Donc, d'arriver à changer cette configuration pour se dire, non, vous faites tous partie de la même équipe, le but, c'est qu'on arrive à gagner avec ce soft, et si on gagne, même s'il est tombé une fois de temps en temps ou il n'était pas terminé à temps, peu importe. Le but, c'est de gagner la bataille. Donc, il va falloir faire ces changements. Les processus sont aussi importants, la technologie est toujours importante, mais vraiment, moi, j'aimerais insister là-dessus. Donc, vous allez définir des principes qui seront les vôtres, qui dépendent de votre société, des gens que vous avez embauchés, de là où ils sont bons, tout simplement. Alors, par exemple, vous pourriez dire on va suivre un processus agile, ça peut être Scrum, Kanban ou autre, ça c'est à nouveau, hein, chaque religion est valide. Vous allez imposer Continuous Integration, ça c'est la base. Si vous n'avez pas de Continuous Integration, déjà ça ne va pas bien se passer. Vous allez peut-être définir que l'application doit toujours être dans un état où on peut la déployer. Ça ne veut pas dire que vous allez la déployer, ça veut dire que si vous vouliez la déployer, vous pourriez. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez arriver et dire on va essayer celle-là, pouf, puis ça devrait marcher. Donc ça, c'est un objectif qui est très intéressant. Ça doit être fait simplement, donc automatiser le maximum. Le côté, quand il faut qu'on release le soft, il faut qu'on appelle Robert, et puis Robert, il faut vite qu'il aille faire un SSH, un petit truc magique que personne ne connaît. Le jour où Robert il passe sous le bus, on ne déploie plus de soft, en fait. Donc, c'est un problème. Et donc, tout automatiser. Et ça, c'est difficile. Il y a des problèmes qui sont faciles. Par exemple, faire un build, ça, on sait automatiser. Par contre, quand il faut faire du test d'interface graphique pour des mobiles avec des 3 doigts ou des load testing et autres, ça peut être des sacrés investissements. Et donc, souvent, on va résister. On va dire, ouais, bon, on va pousser ça le plus loin. Très bien. C'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'il y a peut-être des problèmes plus simples à résoudre initialement qui vont apporter de la valeur. Mais à terme, il va falloir automatiser toute cette chaîne. Ensuite, toute l'équipe, comme je l'ai dit avant, est responsable du produit. Il faut arrêter avec cette notion de « moi, ma mission, c'était ce truc micro-là, je l'ai fait, et ça m'est égal si tout le reste, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, ce n'est pas utile ». Ça implique d'ailleurs également les décideurs, d'une certaine manière. On repose souvent la notion de continuous delivery sur l'aspect IT, donc les développeurs, les ops qui s'excitent en faisant des itérations. Mais si on n'inclut pas le business dans ces décisions,
c'est juste un petit, vous savez, dans ces petits animaux qui tournent sur la roue, quoi. C'est l'IT qui s'agite, hein, on tourne très très vite, on fait plein de releases, mais en fait, on n'apprend rien. Le but de ces itérations, c'est de pouvoir prendre une décision sur ce qu'on veut faire, le faire, regarder si ça marche ou si ça ne marche pas, en apprendre les conséquences et reprendre une décision sur ce qu'on va faire après. Mais si on n'introduit pas la notion de boucle de rétroaction business et on ne se demande pas est-ce que ça a été utile ou pas, ça ne sert absolument à rien. On a juste une IT qui est super efficace, mais c'est en interne, donc ça n'a pas d'intérêt. Et moi j'aime beaucoup cette phrase, si c'est difficile, faites-le plus. Si c'est difficile, si vous avez peur en pressant le bouton, c'est que c'est peut-être pas encore assez stable, c'est peut-être pas encore assez mature, c'est un processus qui est scabreux, donc vous devriez le faire plus. Je pense que c'est un bon mantra. Alors après, il va falloir, une fois qu'on a fait cette première version, d'une certaine, ces premières améliorations, il faut vraiment accélérer et faire plus d'itérations. Alors, je pense qu'il y a parfois un objectif qui est un petit peu raté, qui est qu'on va vouloir tout apporter trop de complexité trop tôt. On veut faire les choses trop bien. Donc, n'hésitez pas, quand vous commencez, à faire quelque chose de finalement très imparfait. Ne soyez pas trop névrosés par rapport à ça. Et puis, dans les étapes d'après, améliorer, augmenter la complexité, mais n'essayez pas de tout résoudre dans un premier temps, ça va se faire vraiment par étapes. Et puis surtout, votre expérience va changer la façon dont vous fixez les objectifs. Au début, vous voyez, bon, si je pouvais faire une release toutes les 2 semaines, ça serait chouette, et puis si je pouvais avoir ci et pas ça, ça serait bien. Mais en fait, au fur et à mesure des itérations, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui ne servent à rien et d'autres qui sont beaucoup plus importantes. Peut-être que corriger les défauts si vous faites du logiciel embarqué est beaucoup plus important que réaliser toutes les 2 semaines. Donc vous avez meilleur temps de vous focaliser là-dessus, plutôt que de vouloir à tout prix augmenter l'itération extrême, mais de continuer à avoir un certain nombre de défauts puisque vous n'avez pas investi le temps dans les tests. Donc choisissez vos batailles et redéfinissez en tout temps, laissez-vous la liberté de changer vos priorités. Alors, les sanity checks, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier que ça se passe bien ? Par exemple, si vous dites à vos équipes, j'aimerais bien qu'on rajoute une ligne dans les logs qui nous affiche quand, par exemple, quand le token OAuth 2 de la présentation d'avant est en échec, combien de temps ça prend ? Est-ce que ça va prendre un jour ? Est-ce que ça va prendre 20 minutes ou est-ce que ça va prendre une semaine ? C'est un test tout basique, hein, mais c'est vraiment la feature de niveau 0 qui n'a idéalement pas d'impact sur le code, mais combien de temps ça fait ? Si vous loguez sur le serveur et que vous effacez tout, c'est la panique, mais c'est la panique combien de temps ? Est-ce que 10 minutes après, il y a tout qui est de nouveau bien ? C'est ce que fait le bien connu Netflix avec Chaos Monkey. Hein. Chaos Monkey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un soft qui tourne chez Netflix en production et qui, sur leur compte Amazon, va tuer des trucs de manière aléatoire. Donc en fait, ils disent que si ça casse quelque chose, c'est qu'ils avaient fait une erreur de conception avant, mais que normalement, s'ils ont bien fait leur job, ils doivent pouvoir casser des trucs régulièrement en prod et que ça ne devrait pas avoir d'impact. Si vous demandez un environnement de test ou un environnement parallèle, combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour l'avoir ? Ça vous prend 10 minutes ou ça va vous prendre 10 jours ? Ça, c'est aussi tout simplement des métriques très simples qui vous permettent de juger de l'évolution. Hein. Peut-être que vous allez faire ces sanity checks tous les mois, vous allez reposer les mêmes questions, faire les mêmes challenges, puis vous allez voir vos courbes qui, je l'espère, vont se réduire. Combien de temps ça va prendre pour corriger certains défauts ? Par exemple, si vous avez des règles de firewall qui ont été oubliées, il y a des ports qui sont ouverts, ils ne devraient pas l'être. Il y a des comptes qui ne devraient pas être ouverts. Il y a des vulnérabilités. Combien de temps ça prend entre le moment de la détection et le moment de la correction ? Et pas juste de la correction dans le code, on s'en fiche du code. Ce qu'on veut, c'est le code en production. Le code tout court, c'est juste de l'espace disque qui est utilisé. Est-ce que vous arrivez à obtenir le code exact de ce qui tourne en production aujourd'hui ? Ça paraît un petit peu basique comme question, pourtant c'est super important. Il y a un bug, c'est quoi ? C'est quoi le code ? Parce que vous allez faire des itérations peut-être très fréquentes toutes les heures. Aujourd'hui, là, pouf, c'est quoi qui tourne ? C'est parfois pas aussi simple de répondre à cette question, surtout quand on a un projet avec des dépendances dans tous les sens.
Si vous voulez aussi savoir, là il y a test, ça fonctionne pas mal, là il y a prod, ça fonctionne moins bien, c'est quoi la différence entre les deux? Pouvoir répondre à ce genre de questions, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus efficace. Ensuite, une fois que vous avez gagné en maturité avec ça, la question va devenir comment est-ce que vous grandissez dans l'entreprise? Comment est-ce que vous ne faites pas ça que pour une équipe, mais pour toutes les équipes? Alors, ce qui marche bien, ce qu'on voit, c'est de former un centre d'excellence. Donc, c'est de prendre l'équipe finalement qui a bien réussi, utiliser cette compétence, certains de ses membres, pour vraiment servir d'ambassadeur, pour aller porter la bonne parole aux autres équipes et montrer que c'est possible, tout simplement. Parfois, on doit simplement leur prouver que le truc qu'ils croient impossible, c'est tout simplement possible et que ça va améliorer leur qualité de vie. C'est un aspect dont on parle peu, mais quand dans votre vie, vous avez droit à 6 mois de développement, mais ensuite votre vie, c'est du test, du release et tout ça, je ne sais pas si c'est le genre de vie dont vous aviez rêvé quand vous faisiez vos écoles d'ingénieur, moi pas en tout cas. C'était plus de faire du soft, et puis après les tests, si ça peut être automatisé, tant mieux. Donc vraiment, il y a une notion aussi de job qui devient beaucoup plus intéressant. Ensuite, s'assurer que les nouveaux embauchés suivent la nouvelle religion de l'entreprise, c'est aussi très important. Créer cette culture est très important. Ça doit vraiment devenir une culture de la société et pas juste un truc extraordinaire. Plus vous embauchez de nouveaux employés, plus eux, s'ils sont formés correctement dès le début, vont agir en tant qu'ambassadeurs au reste de la société. Standardiser les pratiques, ça permet d'éviter de se reposer des questions sur le b.a.-ba de comment faire les choses. Ça ne signifie pas que vous ne devez pas laisser la liberté à vos équipes. C'est souvent là que l'innovation commence. Bref, je crois que j'ai gentiment pris mon temps de parole. J'aimerais finir en disant que j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde que le software est en train de prendre de plus en plus d'importance. Vous en êtes probablement conscient, mais je pense que chacun d'entre nous a la responsabilité de s'assurer que les sociétés dans lesquelles on travaille s'en rendent compte également. Souvent, elles considèrent que c'est un mal nécessaire, mais c'est à peu près tout. Elles ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est un différenciateur business qui va devenir de plus en plus important, et ceux qui ne seront pas capables de créer du logiciel de manière compétitive seront tout simplement hors jeu. On se souvient bien de Kodak, hein, moi je vieillis un peu plus que certains que je vois ici, mais quand je pense à Kodak, pour moi c'est un brand, c'est une marque iconique. Je me vois sur la plage à 4 ans et demi avec les 24 poses. Donc c'était ça, hein, Kodak. Ça paraissait être immuable, le truc impossible à déplacer. Et aujourd'hui, plus personne ne parle de Kodak parce que ça n'existe plus. Et ça allait très très vite. Et en même temps, on voit des sociétés comme Google qui ont fait, grâce au logiciel, des avancées prodigieuses. On pense à Tesla, on pense à d'autres sociétés. Moi, je suis suisse, donc quand je regarde l'industrie horlogère, par exemple, pendant des années, on parlait de peut-être Apple qui créerait des montres. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en à peine plus d'une année, Apple a probablement créé l'équivalent en termes de marché du tiers des exports suisses de montres. Donc les Suisses disent non, ça ne sert à rien, personne n'utilisera ce genre de truc. En à peine un an, les ventes d'Apple Watch, c'est le tiers des exports suisses de montres. Voilà, donc j'ai pas très peur pour les Patek Philippe et ceux qui vendent des montres à 50 000 $. Par contre, pour tout le milieu du marché, le bas du marché, les Swatch et autres, je me fais de gros soucis. Donc voilà, tous ces marchés vont être impactés les uns par les autres. On le voit dans l'automobile, on le voit dans les montres, et puis il n'y a pas de raison que votre marché ne soit pas impacté. À la conférence Amazon l'année dernière, on voyait John Deere, les tracteurs John Deere. Les tracteurs John Deere, maintenant, c'est des vraies machines de guerre avec je ne sais plus combien, dizaines d'ordinateurs qui vont savoir où mettre plus de graines sur les plantations selon des analyses satellites, qui vont choisir la densité de graines qu'ils vont planter dans certaines zones, qui conduisent tout seuls sur ces champs gigantesques américains. Voilà, donc c'est plus le tracteur à papa, enfin à papa, peut-être pas à papa, mais les tracteurs qu'on conduisait soi-même et ainsi de suite. Donc tous ces marchés, même les plus incongrus, en réalité sont impactés. Et donc le continuous delivery, ça va être la façon de vous assurer la méthodologie sous-jacente que vous allez probablement utiliser pour vous-même être compétitif dans le soft. Voilà. Merci.